Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François, en partenariat toujours avec Beurre FM et Africa numéro 1, et puis toujours avec nos partenaires éditorialistes de l'information. On va commencer par Éric Zemmour du Figaro. Bonjour Éric. Bonjour. Et puis à côté de lui, il y a Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour. Bonjour. Et enfin Claude Régent qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre cette semaine, qui est le directeur de la rédaction télévision de RFO. Bonjour Claude. Bonjour. Comme vous le voyez, il y a une chaise vide, si notre réalisateur veut bien nous le montrer. Notre puits de science, Dominique Volton, a dû oublier sa montre. J'espère qu'il ne va pas tarder. On va commencer sans lui. Bien sûr, l'émission brillera moins, mais on l'attend d'un moment à l'autre. Voilà. N'oubliez pas, une fois les présentations faites, il faut que je vous rappelle où vous pouvez nous écrire. On a une adresse email qui va s'afficher. Voilà. hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, eh bien, l'élection d'Obama crée des vocations en France avec la publication d'un manifeste pour l'égalité réelle. Et puis le Secours catholique qui vient de publier son rapport. Il comptabilise pour l'année dernière, en 2007, 7 millions de pauvres, dont 2 millions d'enfants. Et enfin, pays émergents ou pays pauvres, ils s'inquiètent de leur absence au G20 et de l'avenir qui leur est réservé, où ils n'ont, semble-t-il, pas voix au chapitre. Voilà, mais tout d'abord, on va commencer par ce manifeste pour l'égalité réelle. Il a été initié par Yazid Sabeg. Yazid Sabeg est un industriel, président de la Compagnie des Signaux et un fils d'immigrés. Il est assez connu et depuis de longues années déjà, il milite pour la discrimination positive. Le fait plus étonnant, c'est que ce manifeste a été signé par beaucoup de gens, de droite comme de gauche. De Jean-François Copé à Arnaud Montebourg, ils ont tous signé, et même la première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy, a dit tout le bien qu'elle pensait de cette initiative. Alors, Éric Zemmour, j'ai un peu envie de vous poser la question. C'est une démarche devenue indispensable ou c'est un geste qui rentre dans le cadre du politiquement correct ? Je pense que certains communautarismes essayent de rentabiliser ce qu'on appelle l'effet Obama pour imposer à une France plus que rétive une affirmative action, enfin une discrimination positive comme on dit, dont elle ne veut pas. Voilà, je pense qu'il faut quand même dire aux gens ce qu'est l'affirmative action, c'est-à-dire réserver des places dans les universités ou dans les entreprises à quelqu'un uniquement au nom de sa couleur de peau, de sa religion ou de sa race. C'est ça l'affirmative action. Le reste, c'est ça. C'est ça qui a été fait aux États-Unis. C'est ça qui a été la réponse, il faut bien le dire, à une autre histoire, à la ségrégation américaine, qui n'a rien à voir avec l'histoire de France. Jamais les Noirs ou les autres races françaises n'ont eu moins de droits que les Blancs, entre guillemets. Jamais. Non, mais ça, c'est les droits. Ils ont jamais. Ça, c'est les droits. Non, mais je parle jamais. Ils n'ont pas été esclaves, c'était pas la France. Ça, c'est les droits. Donc, mais la réalité, elle est quoi? Elle est différente. Mais on s'en moque. Non, on se moque pas de la réalité en général. Non, mais je fais exprès, c'est un mot. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que l'important, c'est le droit. Et c'était pas la même chose aux États-Unis. C'est très important. Alors, on va réagir. On va demander à Claude Régent qui veut nous parler de la réalité, puis ensuite Nadir Djenad. Non, malheureusement, on a un droit formidable en France. On est d'ailleurs bien dans la tradition latine. Tout est bien écrit, tout ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a évidemment de la discrimination sociale forte. Il y a évidemment, sociale, oui, sociale. Mais comme il se trouve que, mais il se trouve que ça coïncide souvent entre il se trouve qu'il y a plus de pauvres chez, par exemple, les Maghrébins. Mais c'est normal, c'est les enfants d'immigrés les plus récents. Oui, mais par exemple, chez les Antillais qui ont du mal, qui ont beaucoup plus de mal à s'intégrer. Non, mais dans certains emplois, etc. Si, ça, on a quand même remarqué. Ils sont aussi français. On va laisser depuis longtemps. Il n'y a pas de discrimination au détriment des Antillais, c'est pas vrai. Alors, je voudrais que Nadir Djenad s'exprime. Après, je reprendrai la parole si vous le voulez bien. Plusieurs points. Tout d'abord, la discrimination positive, ce n'est pas uniquement favoriser les gens en raison de leur origine. Alors, qu'est-ce que c'est en fait pour éviter un gâchis des talents. On sait très bien qu'il y a des talents. Ça, c'est une formule heureuse. Non. Réserver des places. On va essayer en l'absence de Dominique Volton, de garder un peu de discipline. Non. Et de laisser Nadir s'exprimer. Il y a des gens, on sait très bien qu'on parle d'égalité en France, c'est vrai qu'il y a une égalité. Mais dans la réalité, comme le disait Claude Régent, c'est loin d'être le cas. On sait très bien que les gens n'ont pas accès, tous les gens n'ont pas accès au savoir, à l'information, ils sont pas à l'école. n'ont pas tous le même capital culturel, capital social. Mais ça, il y a des gens été comme ça, Nadir. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi ne pas aider ceux, justement, qui ont plus de difficultés? On a aidé les enfants d'immigrés italiens. Éric Zemmour, on va essayer d'éviter le dialogue. On a aidé les enfants de Bretons qui parlaient pas français. Attendez, c'est le même problème. Ils ont les mêmes droits. On les a pas aidés, je le regrette. Oui, mais ils sont arrivés très bien.
Oui. C'est un problème social, Nadir. Ce Oui, n'est c'est pas un problème social. Alors, religieux. Mais ça se Ouais, recoupe. s'il vous plaît. Non, Est-ce que je peux poser la Est-ce que je peux question terminer J'ai pas terminé. Alors, on va laisser Nadir terminer. J'ai pas Ensuite, j'ai une terminé. question à vous poser J'ai pas pour terminé. faire avancer un peu les choses. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis favorable, par exemple, dans certains cas, à une discrimination positive ou affirmative action ou action positive pour les enfants d'ouvriers, parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème. Les enfants d'ouvriers, pas forcément les enfants d'origine immigrée, les enfants d'ouvriers en général, parce qu'on sait très bien que les enfants d'ouvriers n'ont pas accès, par exemple, tous C'est accès ça, à le l'information. problème, il n'ont est pas accès- social. Oui, le problème est Vous avez social. raison, Nadir. D'accord, le problème est social. On parle, Mais les par exemple, bourses, par on exemple, parle c'est par exemple peut-être déjà de l'expérience une- Sciences Po. Ouais. Je sais que vous Je êtes suis hostile, contre, voilà, vous êtes absolument. hostile à l'expérience Oui. Sciences Po, mais elle marche bien. Non. Si, il y a des élèves qui réussissent à Sciences Po. C'est pas parce qu'ils ont le diplôme, Ils c'est pas parce réussissent qu'on à leur... Sciences Po parce qu'ils travaillent. Bon, alors, Ils sont attendez, Écoutez, on va moi, je essayer, vais on va vous dire. essayer d'arrêter Je un trouve ça- dialogue je qui vais paraît vous dire. improductif. Moi, ce que je voudrais savoir. J'ai fait Sciences Po. Attendez. Et j'aurais été... Moi, je viens d'un quartier populaire, je suis né en banlieue. Moi aussi. Bon. Ouais. Et donc, moi, j'ai eu Sciences Po par un concours normal, et j'aurais été humilié qu'on me laisse rentrer parce que j'étais né en banlieue. Ce que je trouve- Justement, non. Ce que je mon trouve honneur, que- ça a été de rentrer par le attendez, concours comme C'est les pas autres. tout à fait vrai. Mais si, c'est Ils ont ça. passé un concours. Mais pour non, ils entrer à n'ont rien Sciences Po. passé du tout. Si, ils ont Que passé dalle. un concours. Pas du tout. Eric Ils ont été Zemmour, sélectionnés par les autres Stop, écoles. stop, s'il vous plaît. On va essayer d'éviter le dialogue parce que souvent c'est improductif. Mais pourquoi Je voudrais c'est pas qu'on aille improductif parce que on est plusieurs autour de la table et que Claude Régent a dit une certaine chose. Moi, il y a une chose que je voudrais souligner. Parce que, bon, on a bien compris l'opinion d'Éric Zemmour qui pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais il a dit une chose, il m'a dit que la France refuse. Bon. Et vous, Nadir, Claude Régent, vous avez l'impression que les Français sont contre. Et qu'est-ce qui peut faire penser que les Français sont contre L'affirmative une action. mesure, l'affirmative action, ou en tout cas la discrimination positive? Claude Régent, Bon, d'abord, on a un sondage, on a quelque chose qui le prouve? Non, mais ce sont toujours des choses tellement... et c'est jamais noir-blanc, si on peut parler en ces termes. Et on n'arrive jamais à poser des questions dans des termes simples. Il y a un problème de discrimination dans la société française. Le nier, ça ne sert à rien. Les contrôles aux C'est nier l'évidence. faciès, les choses comme ça existe. Bon, ça, c'est le cadre social. Si je peux Sur me le permettre, plan de Claude. la réussite professionnelle, il suffit de voir qu'effectivement, c'est plus difficile pour un fils d'ouvrier. Alors, il y a toujours des exceptions. Fils d'ouvrier. Fils d'ouvrier. Mais c'est pas ça la Mais- discrimination positive. mais Arrêtez de non, tourner mais- autour du pot. mais c'est Ce quoi, n'est alors pas Il faut- ça. il faut, Vous comme le savez le dit très bien, justement ça Nadir, veut dire une discrimination il par faut- la couleur ou par la religion. Mais Donc, arrêtez. là, Alors, vous êtes on s'arrête hypocrite, une seconde. excusez-moi. Éric Zemmour, Alors, vous voyez, considérez Sadek, donc... sur la Attendez, discrimination. Éric il Zemmour, parle vous... pas de fils d'ouvrier, Pardon. S'il vous Sadek. plaît. Non, Claude Régent. Alors, sur- Éric Zemmour, arrêtez. est-ce que vous considérez donc que la place qui a été faite aux femmes, par exemple, est de la discrimination Absolument, positive? absolument. Pourtant, il n'est pas de question de couleur, il Oui, n'est pas mais c'est question la même chose. d'origine, Le il n'est pas sexe question ou de couleur. religion. Vous avez raison, c'est pas grave. J'ai Qu'est-ce oublié qui n'est le pas sexe. grave? Que j'ai raison? Oui, non, mais vous me reprenez, vous avez raison, mais c'est la même chose, c'est la même démarche. Donc, ce que vous refusez, c'est une Mais c'est- démarche qu'on me qui dise vise... pas- qu'on me dise Éric pas Zemmour, fils ce que vous d'ouvrier. refusez, c'est une démarche qui vise Ouais. à aider à ne pas laisser l'égalité entre Non. deux types de personnes Ce que je- selon leur ce origine que je sociale, refuse- selon la place qu'elles occupent dans la Non. société. Non, ce que je refuse. Normalement, l'école est faite justement pour contenir ça. Et je signale que quand l'école fonctionnait, c'est-à-dire il y a encore 30 ans... Il y avait plein de femmes à l'Assemblée nationale quand l'école Non, fonctionnait. je m'en fous des femmes à l'Assemblée nationale, vous comprenez pas ça. C'est pas le problème. Le problème n'est pas la représentation politique. Le problème, ce Les sont femmes les vont pas être idées. contentes, Éric Mais Zemmour. c'est pas grave, je m'en moque complètement. C'est pas le problème. Je vote pas pour un sexe ou pour une couleur. Je vote pour des idées. Normalement, c'est ça la démocratie. Premièrement. Deuxièmement, c'était l'école normalement qui doit faire la promotion sociale des classes populaires. Et ça fonctionnait quand l'école fonctionnait, qu'on le veuille ou non. En tout cas, ça fonctionnait mieux que maintenant. On En est tout d'accord, cas, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. ça fonctionne plus du tout. Mais je Mais répète, ça ce n'est pas un fonctionnait quand problème. l'école était complètement élitiste Et alors, sur eh une ben classe oui, d'âge, eh ben oui, elle sur une fonctionnait classe très bien. d'âge qui arrivait au baccalauréat. Très peu de Eh monde ben oui. maintenant que les portes sont ouvertes. Il y a- Il y a un problème Ben, majeur. il y a un problème, On c'est que sait le tous. niveau s'est effondré. Mais oui, sauf bah oui. qu'il n'y avait pas plus de réussite dans C'est pas cette vrai. époque-là. C'est faux. pas vrai. Dans les années 60-70, il y a beaucoup plus fils d'ouvriers dans les grandes écoles qu'aujourd'hui. Même si on a... Pourcentage. On était loin de la. Alors, Nadir Pour Djenad, revenir- parce qu'on pour s'éloigne. revenir- voilà, On s'éloigne un exactement. peu C'est ce que du j'allais sujet dire. quand même. s'éloigne. C'est vous qui m'éloignez. C'est ce que je voulais vous dire justement concernant ce manifeste. Tout d'abord, juste une petite chose. On parle beaucoup de Barack Obama, mais Barack Obama a dit que sans la discrimination positive ou l'action positive, il n'aurait jamais pu entrer à Harvard.
Donc, à mon avis, c'est à méditer. Il a dit aussi qu'il fallait dépasser ça. Il était hostile à la discrimination positive. Il a aussi dit l'honnêteté oblige à dire qu'il a aussi dit qu'il fallait dépasser ça. Non, mais il l'a dit qu'il aurait jamais pu entrer à Harvard sans la discrimination c'est pas si simple. Il a aussi dit qu'il était hostile pour ses filles. Il faudrait savoir. C'est bon, ses filles n'ont plus de problème. Voilà. Alors concernant ce manifeste, moi j'ai quand même envie de dresser un petit peu un tableau rapidement de la situation de la diversité en France. Par exemple, sur le plan économique, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour diversifier leur recrutement, notamment vers les quartiers sensibles, vers les banlieues. Les entreprises, la plupart des grandes entreprises ont signé une charte de la diversité. Une charte de la diversité dont on a parlé ici. Initiée d'ailleurs par Yazid Sabeg. Et cette charte stipule que les entreprises doivent faire un effort dans le recrutement, mais aussi lutter contre les discriminations. Donc ça, c'est un point positif. Concernant la situation politique, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a un conservatisme de la classe politique, mais il y a aussi des avancées depuis une dizaine d'années. Nous avons des sénatrices issues de la diversité, nous avons des ministres. Lors des dernières élections municipales, les partis politiques ont fait un effort en présentant des têtes de liste. Par exemple, l'UMP a présenté 14 têtes de liste dans des communes de plus de 30 000 habitants. Donc, c'est quand même un effort. Bon, ce n'est pas assez. Les médias, il y a aussi un dernier point, c'est les médias. À mon avis, c'est un point quand même où on peut débattre. Cette semaine, le directeur du CSA, Michel Boyon, a déclaré que la diversité n'avait augmenté que d'1 point en 10 ans. Moi, j'ai envie de dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse, c'est la représentation de cette diversité dans les médias. Et je trouve qu'elle n'a pas changé. Dans le sens où il y a une représentation négative. Sauf à François. Depuis que Sauf François existe, là, il y a une représentation négative des minorités dans les médias, dans les fictions notamment. Une fois, ça commence à changer, mais très doucement. Ça commence à changer. Je suis pas trop sûr. Enfin, une fois sur deux, on présente les minorités visibles ou les personnes issues de l'immigration comme des perturbateurs, comme des délinquants, voire des terroristes. Voilà, ça n'a pas trop changé. Je suis désolé. Moi, j'avais travaillé il y a quelques années sur l'image des Maghrébins dans le cinéma français. Est-ce que vous savez que cette image n'a pas changé depuis Méliès pratiquement? Depuis Jamel Debbouze, voilà, le rôle qu'a pu jouer Jamel Debbouze, ça a peut-être un peu changé les choses quand même. Non. Oui, mais c'est très. On le voit dans un film. Quand on voit dans certaines séries où il y a toujours un délinquant d'origine maghrébine. Il y a aussi des flics noirs, etc., et maghrébins et tout ça. Bon, pas beaucoup. Bon, on va y revenir parce qu'effectivement le CSA a dit un certain nombre de choses cette semaine qui concernent un peu notre débat. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur ce manifeste parce que ce manifeste quand même propose 5 points précis. Très précis. Ça, au moins, l'avantage, c'est pas seulement de la parlotte, on est pour, on est contre, mais il y a des choses précises. Alors, il y a d'abord l'université. On dit qu'à l'université, il faudrait réserver un pourcentage pour les enfants d'origine, etc., etc. Ça, c'est des choses concrètes. Oui, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'on en a parlé un peu la semaine dernière. Il y a la limitation des mandats électoraux, de façon à permettre le renouvellement de la classe politique. Éric Zemmour, ça aussi, vous êtes contre ? Moi, je pense surtout que ça n'a aucune chance d'aboutir, comme d'habitude, puisque ça fait partie des vœux pieux extraordinaires. Geste politiquement correct, mais aucune chance que ça aboutisse. Mais bien sûr, tant que ce sont les hommes. Lier ça à la... Non, mais c'est vrai que ça pourrait dégager de nouvelles places, donc de possibilités d'accès, etc. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un vœu pieux total. Pourquoi ? Parce que tant que ce sont les élus qui vont décider de leur sort d'élu, forcément, ils vont pas se sanctionner, ils vont pas se couper un bras, ils vont pas dire je suis maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Peu de courage aux hommes politiques. Je vois pas le rapport, mais c'est comme ça. De toute façon, sur cette affaire-là, comme d'habitude, on sera là. Franchement, on est la risée de l'Europe entière. Le monde s'en fout un petit peu de nous, mais enfin, au niveau de l'Europe, on est quand même les seuls à avoir ce cumul des mandats invraisemblable. Alors, la question, si elle est de dire est-ce que ça va se faire, ça devrait se faire, mais ça ne se fera pas. Ou alors, on fait un référendum. Alors là, ça serait assez rigolo. Vous verriez la réponse. Effectivement, les gens diraient le cumul. Alors moi, je veux bien faire un référendum sur le premier point que vous avez donné. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est le cœur. Non, mais c'est le cœur de l'histoire. Un référendum sur faut-il une discrimination positive ou non ? Ce que vous avez dit, réserver des places au nom de la religion, de la communauté, etc. C'est ça le cœur de la discrimination positive. Alors là, on y va. Alors, on continue la discussion à dire certains, comme par exemple pour le citer Jacques Attali, proposent une voie médiane, qui est de dire oui, une discrimination positive, mais limitée dans le temps, pour rattraper une situation injuste. Mais pas une discrimination positive,
perdure, éternelle, voilà. Simplement pour rattraper une injustice. Vous pensez que ça a une chance d'aboutir? Pourquoi ne pas tenter l'expérience? Voilà, c'est tout ce que je dis. Pourquoi ne pas? Ça a marché aux États-Unis. Mais c'est pas. Si, ça a marché aux États-Unis. Les sociétés ne sont quand même pas les mêmes. Oui, les sociétés ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit la semaine On n'avait dernière. pas la ségrégation, Nadir. Mais pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas tenter Et je te l'expérience? rappelle que la Révolution française s'est faite contre justement les différences de droit au sein de la population. Et tu veux réinventer les différences de droit, on mène tout droit, au nom des bons principes, on mène à la communautarisation de ce pays encore plus aggravée, voire à la libanisation. C'est ça qu'on veut. On voit bien ce que veut dire Éric Zemmour. On va laisser finir Nadir, j'ai une question à vous poser. Moi j'attends, parce qu'on parlait de fils d'ouvrier tout à l'heure, j'attends le jour où un fils d'ouvrier n'aura pas de place à l'université parce qu'un fils de maghrébin l'aura. Et ça, vous m'en direz des nouvelles de ça. Oui, je pense que cette opposition risque de pas se produire parce que souvent les fils de maghrébins sont aussi des fils d'ouvriers. Mais oui, mais c'est pour ça. Attendez, Jean-Marc, c'est justement pour ça qu'ils arrivent moins vite et moins bien. Parce qu'il y a un vrai problème social. Et que tout l'accent mis sur la diversité, sur la discrimination positive, permet d'occulter la question sociale dans ce pays qui est beaucoup plus grave et qui est réelle là cette fois. Mais il y a quand même des discriminations. Non, je crois que à l'embauche, beaucoup d'études ont montré qu'il y avait une discrimination à l'embauche, qu'une personne ayant un nom à consonance étrangère avait beaucoup moins de chances d'être embauchée dans une société qu'une personne qui il y a a eu des condamnations d'ailleurs, il y a eu des testings pour le logement, il y a eu des testings, il y a eu quand même pour il y a eu des procès, pour le travail. Excusez-moi, mais je crois qu'on ne peut pas écarter comme ça de l'argument d'Éric qui est assez recevable quand même sur le plan des principes. Il ne faut pas l'oublier. Le problème est quand même assez. C'est une difficulté énorme. C'est que certes, ça pose des problèmes vraiment de fond. C'est pour ça que je parlais de momentané, par exemple. Et qui devrait toujours nous rappeler que ce qui est prioritaire, c'est l'éducation et c'est par l'éducation que tout ça se réglera. On a beau tourner le problème dans tous les sens, c'est comme ça. Mais la deuxième chose, c'est que d'accord, on peut peut-être pas aller sur ces voies-là impératives qui sont effectivement toujours un peu limites de distinction, etc. Mais comme ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que si on ne fait rien, ça va continuer. La difficulté est toujours là. Si on ne fait rien, on va continuer comme ça à faire. La distinction existe dans la réalité. Et oui, la distinction elle n'est pas dite, mais elle existe. Alors, il va falloir faire un sacré effort d'imagination. Je n'ai pas toutes les réponses et on n'est pas là, je crois, pour avoir tous des réponses toutes faites. Ce serait trop beau. Puis on ne serait pas où on est. On serait peut-être à l'action politique. Alors, mais je veux dire, il ne faut pas écarter les arguments d'Éric sur ce plan-là, parce qu'ils me paraissent quand même assez forts. Hein. Ouais, ce sont des arguments qu'utilisent beaucoup de gens, y compris dans la classe politique. Alors maintenant, moi je voudrais aller un peu plus loin. L'actualité a parfois des raccourcis, des coïncidences intéressantes. C'est la même semaine qu'il y a eu ce manifeste, qu'on a eu en même temps la nomination d'un préfet français d'origine camerounaise, qu'on appelle Tian Gan. Et ce qui m'a paru, moi, un petit peu étonnant, j'aimerais bien recueillir votre sentiment là-dessus, c'est que on en a parlé comme si c'était un événement. D'abord, il faut quand même remarquer que c'est pas le premier cas. Pas le premier. D'une part, et d'autre part, oui, et alors, j'ai envie de dire. Là, je suis d'accord avec vous. Là, mais on peut même rajouter que quand on dit on en a parlé, pour une fois, c'est même pas le gouvernement qui a médiatisé cette information, c'est la presse, nos confrères qui se sont emparés de cette affaire et qui après l'effet Obama. Et effectivement, là, il faudra arriver à un constat tout simple. Le jour où on n'en parlera plus, ça sera enfin gagné sur cette affaire. Moi, ça me c'est très bien. Voilà, il a les compétences, il est voilà. Point une barre. Voilà, je m'en moque. Fermons le banc. Par contre, dans la même semaine, et ça, je trouve ça aussi assez étonnant, il y a eu 2 prix littéraires, et non des moindres, le prix Goncourt et le prix Renaudot. Et tous les deux, ces prix ont été accordés à, dans un cas, un Afghan exilé en France pour des raisons politiques, et dans l'autre cas, à un Français d'origine guinéenne. Donc, à 2 représentants, désolé, Éric Zemmour, d'une certaine forme de diversité. Pas désolé. Mais est-ce que les bouquins sont bons? Exactement. Attendez, vous pensez... Attendez. Ne confondez pas. Un peu provocateur. Non, mais la diversité, c'est devenu un terme idéologique. Donc je le combats parce que je sais ce qu'il y a derrière. J'aimerais savoir pourquoi vous mettez une connotation péjorative au mot idéologique. Non, idéologique égale idée. Donc c'est pas péjoratif pour moi. Non, c'est pas péjoratif. Je veux dire que je sais très bien qu'il y a une bataille sémantique et que les mots ont un sens. Et qu'aujourd'hui, quand on dit diversité, on veut dire communautarisme. Donc je le combats dans ce sens-là. Maintenant,
qu'il y ait, vous savez, moi, mes ancêtres, ils n'étaient pas ni bretons ni auvergnats. Donc, je me suis approprié la langue française comme un fils et un petit-fils. Vous les avez lus, les livres Là, en l'occurrence, je les ai pas lus. Goncourt Si et les livres sont Renaudot. bons, c'est très bien. Oui. Moi, je suis très content parce que j'ai vu que il parle des femmes afghanes Voilà. et moi Ça, c'est j'étais pour Goncourt, oui. voilà. Moi, je suis fasciné par un auteur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ismail Kadare, qui est un Albanais, et j'ai lu quasiment tous les livres de Kadare. J'attends qu'il soit désigné par le prix Nobel. Et c'est la condition des gens en Albanie, c'est très dur, etc. Et moi, j'adore ces livres. Donc, si c'est le même genre de livre, je vais me précipiter. Et alors, Mais en plus, ça nous sort du nombrilisme français insupportable, de on rentre dans la l'autofiction francophonie, à la peut-être. Christine Angot insupportable. Ouais. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, je finis. message délivré à Christine Angot, qui va être contente. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on récompense aussi des livres qui s'occupent de la réalité sociale française. C'est-à-dire que entre la réalité sociale afghane et le nombrilisme autofictionnel, Il y a une place pour quelque chose de plus, dites-vous. moi, je Bon, pense on qu'il va faudrait pas- traiter aussi la réalité sociale française. Bon, on va aller plus loin. Je dois que le groupe France Télévisions, cette semaine, a aussi remis un prix littéraire à Yasmina Kadra, auteur d'origine algérienne. c'est Décidément, remarquable. C'est un décidément, remarquable écrivain. Oui. Mais là, on écrivain Remarquable qui a... remarquable. Alors oui, ça, Oui. c'est typique. Ce type est algérien. Il écrit en français comme les écrivains français du 19e siècle. C'est remarquable. Et qu'on vienne pas me dire, il n'a pas besoin, lui, de discrimination positive. Oui, Il on est écrit d'accord. comme un grand auteur français. C'est tout. Bien. On récompense un Nadir talent, Jadel. c'est un Ah talent oui. qui est récompensé Ah oui, voilà. avant tout. Concernant ces auteurs, il faut rappeler que ce n'est pas le premier écrivain d'origine étrangère à gagner, à avoir le prix Goncourt. Il y en avait beaucoup. Il y a Tahar Benjeloul, par exemple, en Ouais. 1987. Prix Renaudot depuis fort longtemps. Voilà, effectivement. Je me souviens d'un Et- garçon qui et- s'appelait Jean Malaquais, qui en fait était de son vrai nom Oui. Malaki et d'origine polonaise, qu'il a eu en 39, le pauvre. Et effectivement, on récompense. Mauvaise année. Ouais. On récompense des auteurs qui ont choisi le français, voilà, le français comme mode d'expression. Mais moi, j'aimerais quand même ajouter une chose. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la diversité en ce moment. Moi, vous savez, la diversité, ça fait 10 ans. Enfin, ce débat est posé depuis une dizaine d'années. Nous, on en parle à Beurre FM, par exemple, depuis 10 ans. Et je crains que là, il y a un effet médiatique. On annonce effet de beaucoup mode. choses, Effet de mode, un effet de mode. disons les Et, que choses. et après, ça retombe dans l'oubli. Ce Ouais. problème retombe dans l'oubli. Effet Il faudra attendre les prochaines- l'Obamania. Exactement, il y a un effet au bas magnétique, on va dire, actuellement. Éphémère et dangereux. Voilà, moi je me souviens qu'en 2004, je pense que vous vous souvenez également, Jacques Chirac avait réuni à l'Élysée les patrons de chaînes pour parler de la diversité. Et et dire, on oui, s'en souvient tape- bien, c'est comme ça que nous sommes nés ici. à Exactement, oui, il y a eu un effet médiatique et puis après, c'est un petit peu retombé. Donc je crains un petit peu cet effet de mode. Il y a un problème de représentativité de la société Oui. française au sein de la classe politique, au sein Oui. des médias, au sein des entreprises. Pardonne-moi, Donc, parce que voilà. tu veux que je te dise, je pense qu'on se trompe de diagnostic, mais j'ai déjà ça à expliquer ça. Il n'y a pas de représentation de ces gens-là, de diversité comme vous voulez appeler, parce que l'assimilation a reculé. C'est-à-dire que parce que les gens sont de plus en plus différents, sont de plus en plus enfermés dans leur identité communautariste, que la mayonnaise ne prend plus. C'est parce que les gens sont de moins en moins ressemblants, c'est pour ça qu'ils ne vivent plus ensemble, qu'ils sont dans des quartiers différents, qu'ils ne veulent plus vivre ensemble, et c'est pour ça que cette représentation tarde tant. Moi, je crois que on se trompe de diagnostic. Alors ceux qui disent que l'intégration est en panne ont raison. Oui, En fond. absolument. Parce Alors, que justement, ils ont raison, parce qu'ils ont refusé l'assimilation. Alors moi ça Du me coup, ils permet n'ont plus rien. de venir à la question suivante. Ils l'ont refusé ou on leur a fait refuser. Personne n'a demandé à aller vivre dans une banlieue pourrie. Je veux dire, ils sont. Elle n'était pas pourrie, certains elle était choisissent pas pourrie il y a Créteil par- 40 ans. Non, non, mais Elle- Oui, enfin il y a elle quand était même pas des gens pourrie. qui choisissent la Courneuve, Créteil par. Mais attends, Non. le problème volonté n'est pas personnelle, là. Le hein. problème, c'est pas vrai. C'est pas vrai d'abord. C'est pas vrai d'abord. Les gens bon viennent là où sont bon leurs corréligionnaires, où sont les gens de leur pays. Ils viennent. C'est d'abord là. Le problème, c'est J'ai que. plutôt l'impression que pour beaucoup ils viennent là où ils peuvent. Mais oui, mais non, ils préfèrent aller là où il y a leurs frères. C'est humain. On a tous été comme ça. Le problème après, Je suis c'est pas que plus sûr. personne. Je vois que certains issus de l'immigration qui ont réussi quittent ces quartiers. C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de promotion sociale et qu'on ne peut plus les quitter. Et que ceux qui les quittent sont justement les, entre guillemets, blancs qui ne peuvent plus vivre là parce que justement le mode de vie a Ou radicalement alors changé. ceux qui ont réussi. Mais oui, je suis d'accord. Donc il s'agit bien Mais d'un il y en a problème pas assez. social Mais aussi. Je dis ça depuis le début. Bon. Mais je crois que personne n'a dit autour de la table Ah, mais que je suis c'est pas d'accord. aussi un problème social. C'est d'abord un problème Alors, social. Vous parliez d'intégration tout à l'heure, réussi, raté, etc.
cette semaine, j'ai l'impression qu'en France, on a le secret de ce genre de polémique. Il y a eu un rapport qui a été rendu, c'est le rapport d'un professeur qui s'appelle Caspi, qui a dit il y a trop de commémorations en France, finalement on devrait se limiter à 3, 14 juillet, 11 novembre et 8 mai. Donc, de guerre mondiale et puis la Révolution française. Évidemment, beaucoup de gens sont montés au crâneau, les anciens combattants d'Indochine, d'Algérie, et puis parmi les gens qui ont critiqué cette proposition, car il ne s'agit que d'une proposition évidemment, il y a Christiane Taubira. Et Christiane Taubira a fait des déclarations en expliquant pourquoi elle considérait que le 10 mai, date choisie de commémoration de l'abolition de l'esclavage, ne pouvait pas disparaître comme cela. Elle a parlé de réparation morale. Mais mettez-vous à sa place. Elle s'est battue pendant des mois pour obtenir cette loi et cette date. Elle l'obtient. Eh bien, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, en tout cas pas si vite. Et de toute façon, on a cette manie bien française de commémorer, mais elle n'est pas que française. Quand on voit le nombre de journées internationales de je ne sais quoi, il y avait la journée de la gentillesse cette semaine. Il y a tout ce qu'on veut. Je me suis dit, ça aurait pu être la journée où on fait les vidéos. Pas de chance, c'était hier. Il y a tout ce qu'on veut. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, et là, dans le rapport Caspi, il a dit, je crois, de façon la plus mesurée possible, trop de commémorations tuent les commémorations, ce qui est une vérité évidente. Et du coup, tout le monde lui tombe dessus parce qu'effectivement, on a rajouté. Tout le monde défend son. Et oui, on défend les justes, etc. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas idiot totalement de se dire on ressent sur 3. Et là encore, c'est pas parce qu'on va rajouter des commémorations, en tout cas, comme on vient de le dire, je crois qu'on peut plus les enlever. C'est pas très grave entre nous, puisque de toute façon, c'est quand même pas des jours fériés, tout ça. Donc, qu'il y ait un jour. Là, vous allez faire plaisir au MEDEF et au patron. Non, mais en tout cas, non, mais bien sûr, tant qu'on y est, on va faire des jours fériés à foison. Faut être raisonnable. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un moment où on doit se dire toujours la même chose et on va se répéter en permanence. Mais c'est l'école, ça aussi. C'est bon sang, apprendre le 10 mai, par exemple, c'est les manuels scolaires. C'est le moment de se dire effectivement, ce jour-là, dans les écoles, on le fait, on doit le faire peut-être plus encore, et en tout cas avec le recul. Mais vous pensez que la journée 10 mai ou pas 10 mai, c'est pas l'essentiel, à partir du moment où le reste est fait. Si je dis comme ça, on va dire que je suis contre. Non, c'est pas. C'est moi qui le dis, comme ça vous êtes tranquille. Non, mais je veux dire, c'est fait, ça ne bougera pas en faisant de cette journée quelque chose de très positif et d'un dynamisme. Là encore, je vous trouve très pessimiste. Tout à l'heure, la classe politique, vous disiez jamais ils bougeront leur mandat électoraux. Maintenant, vous direz jamais on touchera au 10 mai. On ne peut pas demander quelque chose qui a été fait il y a 2 ans, de le changer brutalement. Éric Zemmour et ensuite Nadir Djenad. Moi, je vais dire pire, si j'ose dire. C'est-à-dire que je pense que depuis 15 ans, des groupes communautaristes ont privatisé les commémorations et qu'ils ont obtenu de l'État français affaibli par la mondialisation et par la repentance. Mais qu'est-ce que vous appelez les groupes communautaristes? C'est-à-dire tous ceux qui ont obtenu toutes ces journées-là, qui exigent, qui pensent que la France leur doit quelque chose, et qui exigent qu'elle se repente. C'est ce qui s'est passé depuis 15 ans. Toutes ces journées-là. De Jacques Chirac, exactement, exactement. Et Taubira en est l'incarnation. Elle est l'incarnation d'ailleurs avec sa loi mémorielle J'aimerais quand même préciser que cette loi a été votée. Donc elle n'est plus seulement la loi de Taubira, elle est la loi. Vous avez raison. Vous avez raison. Qui l'ont votée. Vous avez raison. Mais je vous ai fait perdre le fil. Oui, voilà, exactement. Je suis désolé, tel n'était pas mon but. Bon, alors, donc ce que je veux dire, c'est que il y a évidemment les lois qui magnifient la nation, et il y a au contraire les lois qui divisent, qui parcellisent. Exactement, et qui communautarisent. Ces commémorations-là, 14 juillet, 8 mai 45, 11 novembre, magnifient et rassemblent la nation. Les autres commémorations la divisent, la parcellisent, la communautarisent, et surtout confinent chacun dans son identité raciale ou ethnique. Bon, voilà, moi, ça me frappe beaucoup. Nadir, vous partagez ce point de vue? Donc, mais je suis d'accord quand même qu'on ne reviendra pas en arrière parce que Caspi a été guillotiné en 24 heures. Ça n'a pas loupé. Le ministre s'est couché, c'est terminé, c'est réglé. Alors, donc un ministre couché, un professeur décapité et des commémorations qui divisent. Nadir Djenad. Écoutez, moi, culture révolutionnaire. Je pense que l'important, c'est vrai, c'est l'éducation, l'histoire, ce qu'on lit dans les manuels scolaires. C'est clair que peut-être que trop de commémorations
ponctue la commémoration, comme vous le disiez. Encore, je me pose la question à quoi ça va servir ce rapport Caspi finalement. Rien. On peut se dire oui, à quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes actuellement pour le gouvernement que de solliciter André Caspi pour réaliser cette étude? On aurait pu demander à Dominique Volton. Oui, effectivement. Oui, notre science, qui vient notre d'arriver. lumière est arrivée. Vous avez les montres-modes de Salvador Dali, peut-être, Dominique Pas du Volton. tout. Mais c'est vraiment la bruyère. J'étais coincé, planté dans un encombrement, je ne sais pas pourquoi, porte de Versailles. Et j'ai pas pu en sortir et il m'a fallu 20 minutes. Vous êtes avec nous, nous sommes très heureux. Mais l'état d'énervement dans Votre lequel faconde j'étais- nous a beaucoup manqué. Je peux dire un mot sur Caspi. Je peux dire un mot sur Caspi. Il est à peine arrivé, On est à plein dedans, mais c'est juste pour dire que la formule qui consiste à dire que la loi sur l'esclavage divise, je ne crois pas. Si elle était quand même, ça devrait être aussi un sujet de rassemblement. Je suis désolé, il y a aussi des anti-esclaves. Et c'est pas une question de communautarisme là, parce que il y a aussi des gens. Anti-esclavagistes, c'est pas le problème. Non, mais il y a aussi des gens qui. Autour de cette table, j'en suis sûr. Non, il y avait du bon, il y Après- avait du bon dans l'esclavagisme. Non, pas de plaisanterie. Non, de ce mais il y genre. avait. Il a le droit de plaisanter, il vient Oui, d'arriver. mais non, mais arrivé. justement, il arrive en retard et il plaisante sur un sujet pénible, c'est pas très bien. Je ne quoi. suis pas d'accord sur cette. Oui, on peut se notion-là, rassembler parce que- sur Alors, sur la on peut se mémoire. rassembler aussi sur la mémoire. Sur la mémoire, et même quand il y a eu justement Une mémoire historique. Une mémoire Mais, historique. bon, alors, on va parvenir. C'est pas que je veux vous empêcher de parler, mais ce débat sur la mémoire ou pas la mémoire. déjà. Bon, ce qui m'intéressait dans l'histoire de la commission Caspi, c'est d'une part, je trouve que la France a toujours une incroyable capacité à se mettre dans des polémiques qui peut-être auraient pu être évitées. Non, je suis on pas aurait pu ne d'accord, pas elles sont parler de ce intéressantes. genre de choses. Non, elles sont mais intéressantes. je voulais savoir si vous pensiez que le 10 mai allait être supprimé après la montée au créneau de Christiane Taubira. Pour vous trois, apparemment non. Monsieur Dominique Oui, Volton, je- puis de Sciences Non, c'est Merveilleuses. pour ça. Je raccroche juste les wagons sur deux choses. Un, sur le débat qu'on a déjà eu ici, mais sur lequel j'appuie, les historiens n'ont aucun monopole à traiter l'histoire. Et surtout dans des sociétés démocratiques comme les nôtres, l'histoire appartient à l'espace public. Et donc, par conséquent, la polémique qu'il y a eu autour de Nora et de Taubira, je suis à 100% du côté des politiques de ce cas-là. Je vois pas pourquoi les historiens seraient les seuls à avoir le monopole à dire l'histoire. En l'occurrence, Caspi n'a fait qu'une proposition Oui, politique première et chose. pas Mais historique. attendez, on est dans une logique qui est quand même troublante. On met en cause les pouvoirs des experts, etc. Et d'un seul coup, les historiens deviennent les experts de la mémoire. Donc ça pose un problème. Oui, Et sur le... ça, non. Attendez. Et sur le nombre, permettez. Et sur le nombre, je connais assez bien les termes du débat. Bon, et ce allez, qui se passe. on avance. Sur la question d'une commission présidée par un historien, on revient à la même logique. Au nom de quoi est-ce que c'est une commission présidée par un historien qui doit dire le nombre de commémorations qu'il doit y avoir dans une société démocratique? Il n'y en a peut-être pas assez, il y en a peut-être trop, je ne sais pas. Il propose, ne J'ai bien l'oublions pas. compris. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le politique, à ce moment-là, au lieu d'assumer son rôle, c'est lui qui fait un calendrier, le politique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aille dire? Qu'il demande un conseil, bien sûr. Vous dites qu'il y a une forme de lâcheté. Oui, il demande... De pas prendre ses responsabilités, de la confier à Pas d'autres. forcément de l'acheter, mais comment dirais-je, de ne pas assumer ce qui fait la force du politique dans une démocratie, c'est l'arbitraire d'une décision. On peut la discuter, mais dire, je ne vais pas prendre de décision, je vais me mettre derrière des experts. Aujourd'hui, c'est des historiens. Hier, c'est Demain, des ça sera des économistes, scientifiques, etc. Bon. et bon, Il y a je quelque chose comprends qui ne bien. va pas. La mémoire appartient à tout le monde, elle appartient aux scientifiques, elle appartient aux universitaires, elle appartient au peuple, elle appartient aux acteurs. Moi, je sors d'une émission où quelqu'un m'a dit quelque chose que j'avais je comprends absolument pas que vous êtes en retard. Pas aujourd'hui, hier. Une émission qui n'a rien à voir avec ça. On a dit, on dit qu'il n'y a plus de poilus, il n'y a plus de... Parce qu'on a quand même bien fêté l'armistice cette année pour une fois. Mais il y a plein de veuves qui sont vivantes, et personne n'en parle, les veuves de guerre. Donc, si vous voulez, on est tellement dans une logique de la guerre avec l'homme qui va à la guerre, bien sûr, mais que les femmes ont tellement changé que c'est quand même étrange. Je n'y avais même moi-même jamais pensé. Il y a encore des femmes de guerre, de la guerre de 14-18, dont on ne parle jamais. Donc, ça veut dire qu'on est dans des sociétés où il faut laisser un peu la place aux uns aux autres. C'est dans l'espace public. Les dates de mémoire, on peut en discuter. Moi, je suis d'accord. C'est normal qu'on s'engueule là-dessus en France parce que ce sont toujours des sujets historiques, politiques. Bien Mieux vaut un peuple qui On est s'engueule un sur les peuple dates. historique et politique. Voilà. Bien sûr. Qu'un peuple qui On finira sur cette note positive et consensuelle parce que il nous reste à peine 20 minutes d'émission. Donc on a beaucoup parlé et pourtant Dominique n'était pas là. Donc c'est bien ce que je dis, c'est pas moi qui parle le plus, même si j'ai le malheur de parler de temps en temps. Je voudrais quand même, tout à l'heure, on a abordé sous l'angle de la diversité, tout le monde a convenu autour de cette table qu'il y avait un problème social. Il y a un chiffre qui est tombé cette semaine qui concerne l'année 2007. Le Secours catholique chiffre à 7 millions les pauvres en France. Je rappelle que 7 millions de pauvres en France, ça veut dire que par personne et par mois, c'est moins de 910 € de revenus. Hein. Et sur ces 7 millions, il y aurait 2 millions d'enfants. Alors, bon... 2 millions ça d'enfants concerne... qui gagnent moins de 910 €. Non, mais je veux dire, c'est faut se méfier c'est 2 des millions. chiffres. Oui, les chiffres sont bizarres. On va y revenir. Mais c'est 2 millions d'enfants pauvres dans des familles monoparentales, dont les 7 plus 2 dont ou le 2 dans revenu. les... Non, 7 2 plus parmi les 7. 2 dans les 7. parmi les 7. Bon.
ça fait même un petit peu plus de 10% de la population. Est-ce qu'on n'a pas là un problème d'équilibre social, pour parler en termes scientifiques et non émotifs, essentiel? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quelque chose qui transforme profondément le pays? Nadia Djenad. Écoutez, Surtout quand on parle de récession, de crise à venir. Oui. Donc, hélas, on peut penser que ça ne risque pas de s'améliorer tout de suite. Ouais. Oui, parce que si on part avec un stock de 7 millions de pauvres, alors que les conséquences ne sont pas encore arrivées, qu'est-ce que ça va donner après? Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que l'emploi aujourd'hui ne protège plus de la pauvreté. Quand on voit l'augmentation du nombre de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui travaillent, mais qui finalement sont touchés par la pauvreté, on peut être qu'inquiet. Vous parlez de la crise économique, mais c'est vrai que le rapport n'a pas pris en compte il a été réalisé l'année dernière. Oui, il a été réalisé pour 2007. Moi, j'ai pas hâte pour l'année 2008. Voilà, effectivement, on peut dire que la nouvelle donne, c'est cette crise, la crise financière internationale et les conséquences en France. Qui ne peut qu'aggraver. Et d'après les responsables d'associations comme le Secours catholique, ils voient affluer depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis le début de cette crise, de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes, des gens âgés, qui ont entamé, des commerçants. Oui, voilà, des jeunes qui ont entamé leur vie professionnelle en intérim ou en CDD, des contrats qui n'ont pas été renouvelés, mais on voit aussi d'autres catégories. Et là, c'est une nouvelle donne, enfin c'est inédit. Vous l'avez évoqué, des chefs d'entreprise, des cadres, des ouvriers. Expression horrible, des nouveaux pauvres. Voilà, des nouveaux pauvres. Donc, expression horrible. Oui, c'est un mot des années 80, ça. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la hausse du prix des loyers, de l'essence, des biens alimentaires, en 2008, fait qu'on assiste à une aggravation de la précarité aujourd'hui en France. Claude. Oui, je dirais surtout que tout ça, c'est dans un contexte où psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi cette crise financière, il y a aussi un chiffre qui est concomitant, qui est terrible. Les 50 patrons du CAC 40 qui gagnent 380 000 euros par mois. Je suis désolé, mais là, il y a, sans vouloir faire de la démagogie à bon compte, il y a un problème énorme. Il y a un fossé, c'est même plus un fossé, c'est une abîme, quoi. Ça devient un gouffre. Totalement impossible. Et du coup, on va peut-être, je sais pas, on peut pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a peut-être des choses qui vont se dérouler dans une société. C'est quelque chose. Cette inégalité, elle est trop criante, elle éclate à la tête des gens en permanence, et forcément, il faudra se poser une bonne fois pour toutes la question de la redistribution des revenus. Alors la gauche n'est jamais parvenue à le faire, puisque les inégalités ont continué de croître pendant les gouvernements de gauche. La droite n'y arrive pas. La droite pompidolo-giscardienne arrivait mieux que la gauche. On était dans une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Période mais je vais économiquement plus favorable. Différent. En tout cas de croissance. Toujours est-il que ça va être l'enjeu vital. C'est pas le tout de dire il y a des pauvres. J'ai vu qu'aujourd'hui même, Ban Ki-moon à l'ONU a dit cette année sera l'année des pauvres. Attendez, on dirait Napoléon III qui proclame l'extinction du paupérisme. Enfin, je veux dire, on rêve quoi. Il faut faire quelque chose pour les pauvres. Alors bon, on va pas aller loin. Prions. Éric Zemmour. Éric Zemmour et ensuite Dominique Volton. Il nous reste très peu de temps. Je pense qu'on aura du mal à traiter le dernier thème. Donc prenons un peu plus de temps sur celui-là. Tant pis. Ah bon, alors je vais très vite pour laisser la parole à Dominique. Je pense qu'il y a deux analyses, deux grilles de lecture. La première, abordée déjà par Claude Régent, qui est l'explosion des inégalités par la mondialisation, par le système économique, par le libre-échange, etc. D'ailleurs, je ferai remarquer à Claude Régent que la France est le pays, ça va vous épater, le moins touché par l'explosion des inégalités. Par rapport aux autres, bien sûr. Tout est relatif, mais c'est pour vous dire. C'est le moins compliqué. Tout est relatif. Bon, alors. Donc, ça, c'est une première chose. Et c'est justement parce que le système mis en place a mis en concurrence des travailleurs très très pauvres en Inde, en Chine, et des travailleurs qui abordaient enfin les rivages de la petite classe moyenne en Europe, que cette mise en concurrence a fait exploser la petite classe moyenne occidentale et a fait tomber dans la pauvreté une partie. D'où l'expression nouveau pauvre. Exactement. Mieux. Deuxièmement, qui n'a rien à voir, qui est par ailleurs un changement sociétal des mentalités, qui est l'explosion du divorce. Les familles monoparentales. Au nom de la liberté individuelle, etc. Et qui fait qu'il y a aujourd'hui une nouvelle catégorie de pauvres qui sont les familles monoparentales. Bref,
qu'on appelle pudiquement les familles. En fait, c'est les des femmes femmes, divorcées, exactement, les femmes divorcées avec enfants, Avec enfants. qui sont aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, si on voulait un peu être cynique 30 secondes, c'est-à-dire que l'évolution des mœurs a fait que ces femmes se sont arrachées à la liberté domination. qu'elles semblent avoir gagnée d'un côté, elles l'ont perdue de l'autre. C'est exactement ça. Elles se sont arrachées à la suggestion du mari et du père Le code Napoléon. pour tomber dans la suggestion du patron de l'économique, quoi. de l'économique et de l'État-providence. Les deux. Bon, Dominique Volton, pour une fois, vous hochiez la tête comme si vous étiez assez d'accord avec le constat fait par Éric Zemmour. Il va quand même falloir qu'on tire les conséquences des 30 ans de dérégulation. Parce que ces 30 ans de dérégulation ont quand même été la mondialisation, elle a enrichi les riches, appauvri les pauvres. Et de ce point de vue-là, l'ensemble des politiques de gauche et de droite sont coupables, et les politiques de gauche encore plus. Dominique, parce les qu'ils n'ont pauvres rien. en Occident, vous êtes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, maintenant, les pauvres du Sud, on va les voir, parce que hélas, la crise va les C'est toucher juste. encore plus. Absolument, exactement. Vous rognez sur Bien ce sûr. que je voulais aborder Bien après. sûr. Donc, par Bien sûr. conséquent, 30 ans de dérégulation, deux, ça a touché ce qui était un des acquis de l'Europe, c'est-à-dire les classes moyennes. Voilà. Un acquis qui avait mis un siècle pour des luttes sociales, politiques. Il y avait des inconvénients énormes à l'égalitarisme, mais il y a quand même un avantage, c'est qu'il n'y avait pas d'égalitarisme. Du coup, on est en train de... L'évolution des mœurs est tragique là-dessus, parce que c'est vrai, l'accent... Oui, c'est ce que vient de dire Bien Zemmour, sûr, d'accord. je développe pas. Par contre, ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est toujours le thème auquel je reviens, c'est que la médiatisation fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait et voit tout. Et donc, quand on dit des inégalités... C'est un peu ce que disait Claude Bien Régent sûr, tout à l'heure, quoi, mais ça, oui. on ne tire jamais les conséquences de ça. Ça va accroître une vitesse de critique énorme. Et dernière chose que je voulais dire, de même qui était particulièrement paternaliste, la manière dont la gauche et la droite ont parlé d'un traitement social du chômage. On ne peut pas faire plus paternaliste. Hein. C'est vraiment... On retourne à la charité chrétienne du 19e siècle. Et tenez mon bras, voilà pour moi paternalisme. la sortie de la messe. Mais c'est la gauche qui a fait ça en premier vocabulaire. Enfin, La droite le c'est reprend. barre et après la Bien sûr. Mais la question maintenant, c'est, faut pas qu'on parle du traitement social du chômage, faut qu'on parle du traitement politique. Donc par conséquent, il va falloir qu'on change de vocabulaire. Parce qu'on ne va pas continuer à humilier les gens qui sont déjà en bas de l'aisselle en disant, tenez mon bras, on va vous donner 5 centimes. Mais Dominique, allons c'est plus tout, loin, là. Dominique Dominique, Volton, c'est on va tout, s'en là. finir C'est par tout. Nadir là. le dit très justement, c'est même plus les chômeurs, c'est Bien sûr, même les bien sûr. travailleurs. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, Donc, ce c'est que tout dit ça, le c'est la Secours grande catholique, c'est distribution, que... c'est la- Ce que dit le une Secours autre catholique, c'est que le organisation. développement du travail partiel, Eh oui, notamment, voilà. entraîne Les une femmes, pauvreté les femmes, de gens qui les travaillent. services. Pour les femmes. Et Vous parenthèse, avez remarqué, il faut c'est le connaître- même sociologiquement, pardon Dominique, c'est la même chose. C'est les services, Oui. les grandes surfaces et tout ça, les femmes, Oh. monoparents. C'est toujours le même, Il faut- dans le C'est la même périmètre. cible, Et si il faut j'ose dire. reconnaître que le Secours catholique est courageux là-dessus, parce qu'il y a d'autres organisations caritatives qui le font, mais ils le font régulièrement depuis des années. Ça va contre souvent ce qu'ils disent de ce que dit la hiérarchie catholique. Donc je veux dire, le Secours, non, c'est important. Le Secours catholique, c'est des gens qui ne portent pas de jugement de valeur sur les causes. Ils pourront dire c'est à cause de la famille parentale. Ils ne disent rien de tout ça, moi, je le dis. mais tirent la sonnette d'alarme. Et en tout cas, c'est vrai qu'on est face à un mensonge, d'une hypocrisie pas possible. Ah, bah oui. C'est vraiment les riches qui s'occupent des pauvres. Je vous jure que la crise financière, quand elle va passer de l'assomption, comment dirais-je, une fois qu'on va avoir digéré l'information, il va y avoir une colère. Les politiques de droite et de gauche, ils ont intérêt à faire de la Alors, distribution. Dominique, pour reprendre votre mot. vous m'offrez la suite. Il nous reste 10 minutes d'émission, donc on n'aura pas le temps de traiter vraiment complètement le sujet qu'on voulait traiter sur les grands absents du G20. Bon, disons-le, l'émission est enregistrée, le G20 est en train de se dérouler, donc on ne sait pas quels sont les résultats, autant que vous le sachiez. Ce qui explique que quand même, toute la semaine, on a vu les Africains se réunir à 35 pays à Tunis pour dire « ne nous oubliez pas ». On a vu à Sao Paulo, avec ma mauvaise prononciation française, au Brésil, les pays dits émergents, dont la Chine, l'Inde et le Brésil évidemment, se réunir pour dire le FMI doit jouer un rôle. On sent une inquiétude croissante parmi les États, parmi les nations, pas seulement parmi les populations, qui ne sont pas invités au festin du G20. En quelque sorte. Quand je dis festin, c'est hélas ironique. Alors, moi j'ai envie de poser la question à Éric Zemmour. Vous attendez quoi de ce G20 et est-ce que vous pensez que l'inquiétude des pays africains d'un côté et la revendication des pays émergents de l'autre est justifiée? Bah, attendez, on ne peut pas, il faut remettre les choses à leur place. C'est déjà extraordinaire qu'il y ait un G20. Normalement, c'est un G7, voire un G8. Non, c'est plus possible. Ça existe. Mais non, mais je ne dis pas le contraire. Les G8 ont On va laisser- créé la misère dans le monde. Dominique, Mais je dis pas laissons le finir contraire, avec mais je Zemmour, dis- on va vous donner la parole. Je dis, on peut pas faire un G 150, c'est ça que je veux dire. C'est tout. On peut pas. On peut Ça pas. s'appelle l'ONU, hein. Ça s'appelle l'ONU, mais ça ne sert Ça à rien. s'appelle l'ONU, mais ça ne sert à attendez. rien. Bon. Ah, ben ça, on est pas d'accord. S'il vous plaît. Je sais un autre débat. S'il vous plaît, il nous reste 10 minutes d'émission, machin. Voilà, Il nous reste 10 Non, non, minutes mais d'accord, d'émission. je ne lance pas Un peu là-dessus. de Je respect. retire, je Un peu allez, de retire. allez. respect. Je me lance Si un jour pas. vous voulez travailler Dominique. là-dessus, moi je vous y invite et vous là. Je me Dominique, lance pas je vous là-dessus. jure Vous que le deviendrez jour où on modeste. aura l'actualité plus faible, on parlera Voilà, je ne de me lance l'ONU. pas C'est ça, mais il là-dessus. suffit qu'il aille travailler, il Je ne changera me lance d'avis. pas là-dessus. Va à l'ONU, Ce tu changeras que d'avis. je veux dire, c'est que
il y a évidemment le système de la mondialisation qui a été mis en place par les Américains pour défendre les intérêts américains qui s'écroulent aujourd'hui. Et donc, Mais qui entraînent dans leur chute beaucoup d'autres choses. C'est normal, puisqu'ils sont la puissance dominante, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que va faire le G20 ? Au mieux, on n'en sait rien. Non, mais on va justement, diffuser au moment où les gens sauront peut-être un peu. Au mieux, ils vont rétablir des normes prudentielles, bancaires. Mais ça n'ira pas plus On loin. n'en attend pas grand-chose. La vraie question, elle est d'après moi double. Elle est monétaire. D'ailleurs, c'est ça. La vraie référence à Bretton Woods de 45, c'était monétaire. C'est-à-dire que c'est les parités fixes qui ont été supprimées, je le rappelle, par les Américains dès 1971. Non, mais on va aller vite, Mais je vais très vite. Il nous reste peu de temps. Je vais très vite. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Et deux, je reviens à mon histoire du libre-échange. La vraie mondialisation, c'est ça. C'est le libre-échange. C'est que on a mis en concurrence des populations à des niveaux de vie différents. Quand les BRIC, les pays émergents, la Chine, l'Inde et le Brésil se plaignent, mais ils se plaignent alors que depuis 15 ans, tout le système a fonctionné en leur faveur et en la faveur d'une petite minorité de gens en Occident. Donc aujourd'hui, il faut savoir si on doit continuer ça ou s'il faut prendre des mesures qui régulent un peu ce système et qui vont à l'encontre de ce système. Alors, Nadir. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui sera décidé lors de ce sommet, mais moi, d'après ce que j'ai lu et entendu, c'est l'initiative des Africains et l'initiative des pays émergents. Je vais y venir. Un des objectifs en fait de ce G20, c'est de quoi ? C'est de lancer les bases d'un nouveau Bretton Woods, en fait un nouveau système financier international. Et il est évident que les pays émergents et africains ont envie de faire partie de ce système financier international. En 1944, lorsqu'ont été lancés les accords, n'étaient pas indépendants pour la plupart. Exactement. Donc ils ont été un petit peu mis à l'écart. Ça veut dire que l'Afrique du Sud ne suffit pas, puisque l'Afrique du Sud est au G20. Ça veut dire que les pays africains, alors que pour beaucoup d'entre nous, je crois qu'on peut dire que l'Afrique du Sud était représentative. Ah oui, mais l'Afrique du Sud. On va laisser Nadir terminer. Donc alors, je termine. On va laisser Nadir terminer. Mais vous coupez et quand c'est vrai, exact. C'est moi-même qui fait le plus mauvais choix. Pardon. Ces pays ont envie de faire partie de ce nouveau éventuel système financier international. Concernant l'Afrique, l'Afrique, tout simplement, l'Afrique est frappée aussi par cette crise financière internationale. C'est évident. Cette crise va réduire les opportunités commerciales, les investissements directs, les transferts de fonds des immigrés aussi, chose très importante. Donc c'est une grande inquiétude. C'est une grande inquiétude. Et la présence de l'Afrique du Sud, moi je dirais que l'Afrique du Sud est quand même légitime vu sa position sur le. Mais elle n'a pas vocation à représenter l'ensemble du continent africain. Mais elle a déjà représenté le continent et l'Afrique quand même. L'Afrique du Sud a aidé à la résolution de certains conflits. Je dirais qu'elle a une certaine légitimité quand même, mais bon, on peut regretter l'absence d'autres pays africains. Alors, Claude Régent, ensuite Dominique Volton pour finir sur ce point. Pour dire que malheureusement tout ça se passe à 2 mois de la prise de pouvoir effective d'Obama et je ne suis pas sûr, pour employer une litote, qu'il va avoir la même politique à ce niveau-là, ô combien important, que Bush, qui de toute façon est en train de rendre les clés, quoi. Alors un G20 poudre aux yeux, Dominique Volton. Moi je pense que cette crise dont le G20 c'est vraiment la fin du capitalisme élitiste spéculatif. Élitiste, les pays riches, les sectes, qui ont géré le monde depuis 40 ans comme ça en disant taisez-vous, enrichissez-vous. Donc par conséquent, ça c'est la fin de ça. Et la révolte va monter. Donc par conséquent, si les pays africains se réunissent, c'est très bien. Si les pays émergents se réunissent aussi, c'est formidable. C'est l'expression d'une inquiétude et vous pensez qu'après l'inquiétude, la révolte viendra. C'est même pas une inquiétude, c'est déjà une révolte. C'est déjà une révolte. Et donc par conséquent, le G20, ils ont intérêt à faire très attention et à s'ouvrir. Il faut tout recommander. Tout le pilotage. Écoutez, l'arrogance du FMI, de la Banque mondiale, l'arrogance de tous ces banquiers, de tous ces... Rappelez-vous Davos, pendant des années, ces gens bien pensants, qui ne représentaient que même les riches, se réunissaient pour penser l'avenir du monde dans une cité en Suisse qui heureusement était de plus en plus gardée, comme si c'était une prison. Donc je veux dire, ça c'est fini. C'est fini ça. La crise va mettre tout le monde à l'égalité. Vous êtes optimiste, en fait, finalement. Non, parce que même dans les difficultés, vous pensez que de cela va sortir quelque chose de positif. Si c'est pas traité politiquement, c'est la guerre après. Autrement dit, je suis positif au sens où ça remet tout le monde à un pied d'égalité. C'est ce que disent certains économistes. Évidemment, mais les économistes, on va à la guerre. Attends, ils se sont souvent trompés. Espérons qu'ils se trompent encore cette fois-là. On va laisser Dominique terminer. Merci, Monsieur le Président. Parce qu'il a parlé de guerre. C'est lui encore, comme d'habitude. C'est encore moi, j'assume. Dominique, allez-y. Sans lui. Ça serait pas plus mal. Dominique, allez-y. Vous
voulez que je m'absente, On a toujours- peut-être? Pas du tout. On a toujours besoin d'un médiateur. Allez, je passe mon temps à vous Allez-y. défendre. les journalistes. Bon. Franchement, c'est très violent. C'est positif parce que c'est l'autour de la politique. Angoissant parce que si jamais les nations riches n'ont pas le courage et l'honnêteté de faire l'autocritique et d'admettre au festin, au festin de la table, à la table du À la festin, table je du veux dire, festin. pardon, tous les acteurs du monde, là il va y avoir de la révolte. De la révolte, c'est du départ de lutte de classe, d'un nouveau terrorisme, de l'extrémisme à juste titre. Écoutez-vous, c'était 30 ans de mensonges. Tous les gens qui pendant 30 ans ont dit il faut réguler, il faut On a trop l'État. appuyé sur le ressort. Mais beaucoup trop, et dans un sens où les riches sont... Et les gauches dans le monde, les gauches démocratiques ont une responsabilité écrasante. Parce qu'elles n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme. Bon, alors, et si on veut pas, réguler, et si on veut pas que ça se termine par du populisme et de l'extrême gauche et de l'extrême droite violente, on a intérêt à ce que les classes politiques de droite comme de gauche sortent de leur élitisme bien pensant. Moi je suis pas pour Bon, est-ce que pendre vous les croyez gens. que le message de Dominique Volton peut être entendu? À Reims, peut-être, il faudrait leur demander. Oui, reste pareil. Le c'est quel raisonnement, c'est la endroit? même chose. C'est là où La on même sacrait chose. les rois de France. C'est bien ça. Je n'avais pas pensé. Je pense qu'il aura du mal à être entendu parce que. Si, quand même. Non, mais. Écoutons. Je pense que il n'est pas sûr que vous soyez entendu, Dominique. Des intérêts. Je comprends ce qu'il dit. Il a raison. C'est pas le problème. Je ne conteste pas. Je dis que il y a aujourd'hui. Des intérêts à on voit courte vue. Non, pas du tout. Les contradictions de la mondialisation. Quand vous avez parlé de guerre, j'allais vous dire, mais Dominique m'a heureusement arrêté, comme ça je ne vous ai pas interrompu, j'ai pas interrompu. La première mondialisation, on a déjà connu une mondialisation, c'est les années 1870-1914, ça s'est terminé par La 1914. Première Guerre mondiale. Donc ce que je veux dire par La là, c'est grande que boucherie. là, nous sommes aujourd'hui Pas dans très les gai. contradictions de la mondialisation, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les pays émergents ont profité de la mondialisation. Pour une part. C'est ce Pour que j'allais une dire. part, oui. Non, merde, je suis d'accord. Et je suis une d'accord. minorité. Pour une minorité Une partie de la des pays, population. hein. une partie de la population. Les nouveaux riches. Voilà, je suis d'accord. Non, mais Je pense que les d'accord. paysans chinois ont guère Si, il y a profité, 100 hein. millions de Chinois qui sont rentrés dans une célèbre classe moyenne. Vous voyez, sur c'est- 1 milliard et quelques. Mais je suis d'accord. Mais on est d'accord. Mais ce que Par je veux contre, dire, en c'est que Indonésie, c'était. ils n'ont pas profité de grand-chose. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là maintenant, on a fait croire en Occident que c'était gagnant-gagnant, la grande expression davosienne. Oui, c'est du Davos. C'est la grande expression davosienne, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. C'était On du s'aperçoit que c'est pipeau. perlant. Pipo et C'était du Poppy. pipeau. Et Poppy. Bon. Et Poppy. Exactement. Donc là maintenant, on est dans le dur. C'est-à-dire que le pipeau se révèle. Et que là maintenant, chacun des pays, chacune des classes sociales. Vous croyez à un égoïsme national qui va Mais réapparaître c'est pas- en gros? Non, encore une fois, je suis L'histoire pas n'est d'accord pas avec ce écrite mot. d'avance. Les nations, c'est pas des égoïsmes nationaux. C'est les nations, elles ont le droit de défendre leurs intérêts. Ce Oui, que mais je là, dis, elles sont plus c'est seules. que là, c'est surtout que là, mais elles ont jamais été seules, Dominique. Non, mais on peut pas revenir, Non, on allez, peut pas fermer. il nous Et reste ce une que je minute, veux dire, je c'est que voudrais là, parler il y a de des, petites choses. il y a des conflits d'intérêts terribles et qui peuvent effectivement monter en Monsieur Eric, puissance, passez en puissance. 78 tours. J'ai Bon, fini. on va essayer. Il nous reste à peine une minute d'émission. Moi, je voulais quand même qu'on évoque quelqu'un, pas pour faire un débat. C'est quelqu'un que les plus jeunes ont peut-être un peu oublié, que certains d'entre nous doivent avoir en souvenir, qui a disparu cette semaine. C'est Myriam Makeba. Myriam Makeba, c'était une chanteuse d'origine sud-africaine qui a chanté en 9 langues. Le Lingala, le Swahili, l'anglais, l'espagnol, qui a été exilée longtemps de son pays pour ses opinions, parce qu'elle était contre l'apartheid, et qui a fait des succès mondiaux. Je crois qu'on serait étonné si on mettait certaines musiques de Myriam Makeba. Voilà, je voulais pas de débat là-dessus. Moi, je voulais dire, je pense que je me fais Oui, l'interprète de on peut- tous. Oui, bien sûr, mais on peut quand même dire une chose, c'est que les artistes ou le monde culturel au sens large a de temps en temps une influence politique absolument gigantesque. C'est que la musique est probablement un des plus grands passeurs, Un vecteur. un passeur vecteur de universel. conscience politique, d'ouverture aux autres et compagnie. Alors c'est une industrie, mais il faut rappeler que depuis 1900, en gros depuis le début de la mondialisation, avant la guerre de 14, la musique a probablement été un des principaux facteurs de paix et d'ouverture les uns sur les autres. Il faut le dire parce qu'il y a des intérêts puissants, mais il y a aussi cette liberté créatrice. Voilà. Voilà. Alors, je voulais qu'on en finisse sur Myriam Et de la Makeba, révolte, et de la révolte. qui est morte cette semaine. Elle avait 76 ans et on la salue Salut. tous ici. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité. On n'a pas tout traité. La semaine prochaine, je vous le promets, on parlera du congrès de Reims du Parti socialiste Et d'autres choses. et puis peut-être du G20. Notre moment de diffusion tombe à un moment un peu difficile pour l'actualité. Voilà. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine et je pense que Dominique Volton aura à cœur d'être à l'heure. Au revoir.